Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on a intitulé le webinaire Restructuration, évolution réglementaire et enjeux humains. On va parler évidemment d'un sujet compliqué, difficile à gérer pour les entreprises et encore plus pour les collaborateurs. On va parler des projets de restructuration. Ils sont d'ailleurs fortement d'actualité. Là, on en parlait avant de démarrer. Vous avez sans doute dû voir dans la presse en début de semaine des projets de restructuration, notamment chez Comptoir des Cotonniers, avec des annonces de suppression de plus de 300 postes. Donc, on est en plein dans le sujet. Pour m'accompagner ce matin, je reçois Grégoire, Philippe et Camille. Bonjour Grégoire, je te laisse te présenter. Bonjour, merci Christophe. Donc moi je suis Grégoire, cofondateur et CEO de Simundia. Simundia, donc on propose une solution de démocratisation du coaching et on est amené à intervenir sur différentes restructurations qui sont des environnements porteurs d'incertitude, de stress et avec des enjeux managériaux particulièrement importants. Donc voilà, ravi de pouvoir contribuer à cette réflexion. Merci Grégoire, bonjour Philippe. Bonjour à tous. Donc Philippe Casello, counsel chez Clifford Chance. Donc Clifford Chance est un cabinet d'avocats pluridisciplinaire d'origine anglaise avec 200 avocats à Paris, une équipe en droit du travail, notamment spécialisée sur les sujets de restructuration et de réorganisation. Et puis bonjour Camille. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Et donc Camille Puech, moi je suis le président de Cali Social et nous, notre métier, c'est de limiter l'impact des réorganisations sur l'humain et sur la santé mentale notamment. Ravi d'être parmi vous. Camille, puisqu'on démarre, je te laisse rapidement la parole. On faisait un constat lorsqu'on préparait ce webinaire sur le taux de défaillance des entreprises depuis, notamment enregistré au premier trimestre 2023. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ce triste état des lieux? Oui, en fait, alors il y a les réorganisations, mais les réorganisations, c'est la résultante d'une mauvaise santé économique des entreprises. Il se trouve que depuis la Covid, on n'a plus de problème de mauvaise santé financière des entreprises et on l'a vu sur les indicateurs de l'INSEE des défaillances d'entreprises. Donc ça, c'est l'entreprise qui n'est plus en capacité d'honorer ses engagements, donc de payer les salaires ou de payer ses fournisseurs, qui se met en défaillance. Et il y a une corrélation directe entre les défaillances d'entreprises et les projets de restructuration. Et ce qu'on constate sur les data INSEE, c'est que on avait un volume de défaillance d'entreprise annuel plutôt lisse, qui était plutôt sur une tendance baissière depuis 2016. L'économie française allait de mieux en mieux. Ça a complètement chuté avec les aides de l'État pendant la Covid, où il n'y a plus eu de défaillance d'entreprise. Et là, sur le premier trimestre 2023, on constate qu'on a réatteint les niveaux de défaillance d'entreprise avant Covid. Et donc, on est sur un retour, je dirais, une situation normale avec cette particularité qui est que on sort de la Covid et qu'on a une crise économique mondiale et que on est actuellement sur une tendance haussière de défaillance d'entreprise qui devrait logiquement être suivie d'une augmentation des projets de restructuration et des plans de licenciement dans les entreprises. Ouais, selon les analystes, la tendance est même assez inquiétante et très à la hausse par rapport à la période antérieure au Covid. On va commencer pour bien comprendre le sujet. Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est un projet de restructuration ? Oui, tout à fait. Alors, des projets de restructuration, il y en a de plusieurs sortes. Le projet de restructuration est mis en place par une entreprise qui rencontre des difficultés économiques, soit au stade où l'entreprise rencontre des difficultés, mais elle veut se réorganiser pour retrouver une santé économique viable et correcte. On parle de sociétés in bonis, qui ne sont pas en procédure collective, ou les sociétés en procédure collective, c'est donc celles qui sont en phase typiquement de redressement ou de liquidation. Et là, la santé économique est beaucoup plus préoccupante puisque l'entreprise a été contrainte, comme on dit vulgairement, de déposer le bilan. Donc un projet de réorganisation, c'est un projet, pour le résumer très simplement, de suppression de postes. Suppression de postes qui se traduisent par des licenciements pour motifs économiques, donc des ruptures de contrat de travail de salariés. Alors on peut aussi prévoir des plans de départ volontaires, mais le plus souvent, ça se traduit par des licenciements.
Et le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est la prise en compte de la santé mentale des salariés à l'occasion de la mise en œuvre de ces projets de réorganisation qui sont quelque part traumatisants pour l'entreprise et pour ses salariés parce que l'on parle littéralement de suppression de poste et de rupture du contrat de travail forcé pour motif économique. Alors, les obligations de prise en compte de la santé mentale des salariés, elles existent à l'occasion de toute mise en œuvre de projets de réorganisation, puisque le Code du travail impose à l'employeur une obligation générale de préserver la sécurité de ses salariés, spécifiquement à l'occasion d'une réorganisation. Mais aujourd'hui, cette obligation de prise en compte de la santé des salariés a été clairement renforcée. Et c'est l'occasion c'est ce qui a motivé ce webinaire, a été renforcée par l'évolution de jurisprudence sur ce sujet pour ce qu'on appelle les grandes réorganisations, donc les licenciements de plus de 10 salariés dans une même période de 30 jours, dans les sociétés de plus de 50 salariés, c'est-à-dire celles qui sont soumises à l'obligation de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi, un PSE, lorsqu'elles envisagent de licencier des salariés. Comme vous le savez, lorsque l'entreprise met en place un PSE, à l'occasion d'un projet de réorganisation, ce PSE, avant de pouvoir être mis en œuvre, donc avant de pouvoir prononcer les licenciements pour motif économique, ce PSE doit être validé par l'administration. On parle de deux procédures distinctes, soit une procédure de validation, lorsque le PSE a été négocié avec les organisations syndicales, ou une procédure d'homologation, lorsque le PSE a été mis en place unilatéralement par l'employeur. Et il faut bien comprendre que sans cette étape administrative, sans cette validation administrative de votre PSE, il ne peut pas être mis en place. Donc en réalité, le projet de réorganisation est bloqué, puisqu'aucune rupture de contrat de travail ne peut intervenir. Et comme je le disais tout à l'heure, la jurisprudence récemment a évolué, la jurisprudence du Conseil d'État, qui est compétent en matière administrative, a évolué assez strictement et assez fortement en matière de prise en compte des enjeux de santé mentale des salariés, puisqu'il a rappelé avec force que l'administration, tant au stade de l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi qu'au stade de sa validation, plus spécifiquement de son homologation, doit, d'une part, vérifier que l'employeur a pris en compte, enfin, d'une part, vérifier l'existence ou non de risques psychosociaux engendrés par le projet de réorganisation, ce qui, entre nous, est toujours le cas, quasiment toujours le cas, et puis, une fois qu'il a identifié l'existence de ces risques, à évaluer ces risques, les a identifiés, à évaluer leur ampleur, et surtout à prévu des mesures pour y remédier. Donc, je vais laisser la partie identification des mesures et prise de mesures correctrices à mes co-intervenants. Mais pour revenir à l'aspect juridique, c'est essentiel de montrer d'une part qu'on a recherché ces risques, qu'on les a évalués, et qu'on en a discuté avec le CSE ou avec les organisations syndicales pour prendre des mesures de nature à y répondre. Sans ça, une fois de plus, l'administration, comme nous l'a dit le Conseil d'État, ne peut pas homologuer le plan. Alors, justement, c'est important ce que tu dis. La base, en fait, entre guillemets, de la validation de ce type de projet, c'est déjà d'avoir un travail qui soit effectué entre la direction générale, direction des ressources humaines, CSE et organisation syndicale. C'est-à-dire que si ce marqueur-là n'est pas approuvé, si d'entrée de jeu, quand le projet est présenté, l'administration a un doute sur le fait que l'ensemble des partenaires n'ont pas été concertés, c'est caduc. Alors, oui, et c'est là que la phase de préparation du projet est excessivement importante. Parce que nous, en tant qu'avocats, on intervient dès les balbutiements du projet, c'est-à-dire lorsque l'entreprise commence à envisager la mise en place d'une réorganisation. Et donc, il y a beaucoup de travaux préparatoires à mettre en œuvre. La première, c'est l'identification du motif économique qui justifie ou non une réorganisation. Ensuite, il y a le design de la réorganisation en elle-même, c'est-à-dire comment est composée l'entreprise aujourd'hui, quelle est l'organisation cible de demain, comment on parvient du constat, de l'organisation actuelle à l'organisation cible, et le travail avec la direction juridique, les RH bien sûr, les managers si on peut les impliquer à un stade aussi précoce, sur les conséquences de cette réorganisation sur l'entreprise dans sa globalité, mais surtout sur les collaborateurs. C'est-à-dire, quel va être l'impact de la restructuration sur les salariés eux-mêmes, tant sur leur santé physique que sur leur santé mentale, bien sûr. Et donc, il y a un travail en amont
qui est excessivement important. Pourquoi ? Déjà sur le plan humain, bien sûr, mais aussi sur le plan juridique, parce que le Code du travail nous impose de présenter au CSE, dès la première réunion d'information-consultation, l'ensemble des éléments d'identification des risques, et en particulier des risques sur la santé mentale, ce qui implique nécessairement un travail de préparation qui est long, qui doit être fait très sérieusement, et sur lequel nous, avocats, on n'est pas les mieux outillés. Hein. On connaît les principes juridiques, mais l'identification concrète et matérielle des risques psychosociaux et des mesures qu'on peut présenter pour y remédier nécessite souvent, voire tout le temps, de faire appel à des intervenants extérieurs. Et je pense que c'est le bon moment pour passer la main à mes co-intervenants. Alors, c'est le bon moment, et d'autant plus qu'on a une question de Magali qui demande « Cette obligation d'identification des risques psychosociaux liés au plan, au PSE, date de quand ?» Alors, d'un point de vue strictement juridique, elle existe depuis de nombreuses années dans le Code du travail, si vous voulez. C'est-à-dire que, en fait, elle existe même depuis toujours, puisque la partie 4 du Code du travail sur la santé et la sécurité des salariés impose depuis une date que je ne pourrais pas vous dire, mais des décennies, une obligation générale de l'employeur de prise en compte des risques, du risque auxquels sont exposés ses salariés, et l'obligation de prendre toutes les mesures pour éviter ces risques ou y remédier. Simplement, récemment, le Conseil d'État a rappelé à tout le monde, de façon assez stricte, que cette obligation s'appliquait également en matière de PSE. Alors, on le savait, mais c'était un sujet qui pouvait parfois être un peu pris, je ne dirais pas à la légère, mais qui, si vous voulez, était parfois fait un peu rapidement. Et là, le Conseil d'État a clairement réaffirmé que c'est un sujet essentiel, que la santé mentale et physique des collaborateurs en restructuration, c'est un élément central, et qu'on ne peut pas mettre en place une organisation si ça n'a pas été pris en compte. Mais, si vous voulez, d'un point de vue strictement juridique, l'obligation légale, elle préexistait à ces jurisprudences. Mais en pratique, ce n'était pas toujours le cas. Est-ce qu'il y a un formalisme particulier pour adresser son dossier à l'administration? Est-ce qu'il faut faire un... Ah oui. C'est quoi ça? Très concrètement, c'est une note d'information qu'il faut faire. Alors, une note d'information qui est complétée souvent par une note complémentaire spécifique sur les risques psychosociaux, sur l'identification des risques psychosociaux, leur évaluation et les mesures mises en place pour répondre à ces risques. Mais au stade de la validation, de l'homologation du plan, vous devez transmettre à l'administration, tout à fait, un dossier complet. L'administration parle même de complétude du dossier, c'est-à-dire qu'elle commence à ne regarder votre dossier que lorsqu'elle considère qu'il est complet, avec une date de complétude qu'elle vous transmet. Pour que ce dossier soit complet, il faut qu'il y figure de façon très formelle le plan de prévention des risques, le plan d'identification des risques d'une part, et le plan de prévention des risques d'autre part. Alors, Adeline demande si ça concerne toutes les entreprises de toute taille. Oui. Alors, l'obligation de prévenir les risques psychosociaux, elle concerne tout le monde, tout employeur. Encore une fois, c'est la partie 4 du Code. Tout employeur est contraint de prendre en compte la santé et la sécurité de ses salariés. En revanche, ce dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire les contraintes de validation et d'homologation d'un PSE, encore une fois, ça concerne les entreprises de plus de 50 salariés qui mettent en place ce qu'on appelle une grande réorganisation, c'est-à-dire plus de 10 licenciements. C'est très important dans ce cadre-là, donc plus de 50 salariés dans l'entreprise et plus de 10 licenciements, parce que sans la validation de l'administration, on ne peut pas mettre en place le projet. Donc, et c'est ces conditions-là qui ont donné lieu aux 2 arrêts du 21 mars du Conseil d'État dont je parlais tout à l'heure. Pour ce qui concerne les plus petites entreprises ou les licenciements collectifs de plus petite ampleur, donc moins de 10 salariés, l'obligation existe quand même, mais il n'y a pas de contrôle préalable de l'administration avant la mise en œuvre du plan. Néanmoins, l'employeur a légalement toujours l'obligation de veiller à la santé de ses salariés. Je pense qu'il y a un mélange des genres, enfin même si on est sur le même sujet, mais Nathalie demande s'il s'agit de la DUERP, mais la DUERP, elle est générale. Là, j'imagine qu'il faut la renforcer dans le cadre du projet de restructuration. Elle peut être mise en annexe, mais avec des mesures supplémentaires spécifiques à la situation. Oui, du point de vue juridique, effectivement, c'est en lien avec le document unique d'évaluation des risques, bien sûr. C'est en lien, mais le document unique d'évaluation des risques n'est pas suffisant en matière de réorganisation. C'est-à-dire qu'il faut naturellement le mettre à jour à l'occasion de la réorganisation. Il doit être soumis à consultation du CSE, bien sûr, mais vous ne pouvez pas présenter un dossier de validation à l'administration avec uniquement vos documents d'évaluation des risques. Si vous voulez, la recommandation,
c'est d'élaborer un document spécifique à la réorganisation, beaucoup plus précis, avec une évaluation, et Camille maîtrise très bien le sujet, une évaluation poste par poste des conséquences du projet de réorganisation en matière de charge de travail et en matière de risque induit par cette réorganisation. Merci Philippe. Camille, toi qui es expert en évaluation des risques et en mise en place de process, de stratégies justement pour les prévenir, la question c'est comment finalement on évalue ces risques. Et il y avait une question de Mohamed qui demandait d'ailleurs si, en plus du CSE, des partenaires, etc., on allait également solliciter la médecine du travail au préalable. Ouais, en fait, avant, il y a des postulats quand même à reconnaître. En fait, toute réorganisation génère de l'incertitude, et l'incertitude, c'est le terreau des troubles anxieux-dépressifs. Et donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'administration, comme le dit Philippe, va contrôler les entreprises qui mènent des grandes réorganisations pour s'assurer que l'employeur respecte bien son obligation. Donc, l'obligation, elle est à tout le monde, toutes les organisations, sur tous les projets. En revanche, en dessous d'une certaine limite, il n'y aura pas de contrôle systématique. Il y aura peut-être un contrôle a posteriori. Là, Philippe, tu connais mieux que moi. Si justement un employé vient mettre en cause son employeur pour ne pas avoir respecté cette obligation, et là, le juge pourra demander de vérifier une investigation, et peut-être a posteriori, le juge pourra considérer que l'employeur n'a pas respecté ses obligations pendant la réalisation de son plan, et peut-être que les licenciements sont nuls et non avenus. Voilà, donc l'obligation est partout. Donc, toute réorganisation génère de l'incertitude, et l'incertitude, c'est un facteur de troubles psychosociaux, c'est un facteur de risque majeur. De la même manière que quand on roule trop vite en voiture, le risque d'avoir un accident est plus grand. Nous, notre métier chez Quali Social, c'est d'aider des organisations à prendre soin de ses salariés. Et donc, on vient très en amont des projets de restructuration avant qu'ils soient communiqués pour aider l'organisation à anticiper l'impact de son projet sur la santé des individus. Il y a une première phase, c'est déjà le projet en lui-même. Et on fait beaucoup de sensibilisation sur le sujet parce que c'est très méconnu, la santé mentale en France, même si on en parle beaucoup plus depuis 2 ans, 2-3 ans. Mais déjà d'expliquer pourquoi une réorganisation génère une augmentation des risques psychosociaux. Mais après, ce que je ne sais plus si c'était toi, Christophe ou Philippe, vous évoquiez, après, en fait, une réorganisation, c'est pas juste un projet unique. En fait, c'est plein de projets. Disons que chaque poste va être modifié ou va devoir travailler différemment. Quand on gère des organisations qui disent on n'a pas les budgets, il faut qu'on réduise les coûts de 20%. De manière arbitraire, c'est financier. Après, on demande au manager de trouver comment on réduit les coûts de 20%. Mais tu vois, une équipe, on est dans le monde RH, mais tu vois, une équipe RH de 5 personnes, elle va passer à 4. Typiquement, une équipe RH de 5 personnes, tu en as un qui s'occupe du développement des talents, tu en as un qui s'occupe de l'administration, de la paye, l'autre qui s'occupe du recrutement, l'autre qui s'occupe du droit social, et puis le dernier qui manage l'équipe. Tu en enlèves un, en fait, tu enlèves une compétence. Et cette compétence, elle est toujours nécessaire dans l'entreprise, et donc sa charge va être répartie sur les autres personnes. Et donc, tout le monde va avoir une modification de son travail. Et quand tu fais une évaluation des risques psychosociaux préalables, tu dois, évaluer l'impact de l'annonce que tout ce projet va occasionner chez les gens, mais aussi évaluer les risques que la nouvelle organisation occasionne sur les salariés qui restent dans l'organisation. Notre RH qui est donc dans l'équipe de 5, si je reprends mon exemple, on a la personne qui s'occupe du développement des talents qui part, elle est plus dans l'équipe, il va toujours falloir continuer de développer les talents, et les autres vont prendre cette charge-là. Comment ça va s'organiser? Est-ce qu'il y a un risque qu'ils se retrouvent en surcharge de travail? Parce que ça, c'est un risque assez important. Et d'ailleurs, l'administration est assez regardante sur ce sujet-là. Comment vous prouvez que les salariés restants ne vont pas avoir une charge de travail supérieure à celle qu'ils ont actuellement? Et donc, il y a tout ce travail qui doit être fait poste par poste pour identifier les risques. Ça peut arriver. L'enjeu, c'est pas de dire ça n'arrivera jamais. L'enjeu, c'est de dire on a fait un plan, l'entreprise doit présenter une feuille de route où il y a une vision claire sur le charge de travail des salariés de demain, dans laquelle il n'y a pas de surcharge de travail.
Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est d'avoir identifié les risques de surcharge de travail qui peuvent apparaître et d'avoir exposé la manière, si jamais ce risque survient, bon, bah voilà, effectivement, on est en surcharge de travail, on n'y arrive pas parce que ce qu'on avait dit qui allait se passer, c'est pas produit, les solutions ne marchent pas, le logiciel qu'on attendait n'est toujours pas là. Et donc, l'employeur doit dire, bah, si jamais mon organisation cible ne fonctionne pas, voilà ce que j'ai prévu pour éviter que mes équipes se retrouvent avec des risques psychosociaux importants et notamment sur la question de charge de travail. Donc, tu as deux populations à gérer dans ce cadre-là. J'imagine que tu travailles à la fois sur la projection interne et sur l'impact des salariés qui vont rester, mais tu travailles aussi sur les salariés qui sont écartés de l'entreprise. C'est deux projets différents. Ouais, c'est très bien. Et il y a même plusieurs projets parce que, donc, si tu veux, tu as une annonce. Quand tu es dans une entreprise, que tous les matins tu te lèves pour l'aider à progresser, à se développer, un jour, tu as meeting, voilà, grande réunion, c'est pas prévu. Le patron prend la parole. Bonjour, voilà, on vous annonce qu'on lance un projet de réorganisation qui va occasionner la suppression de 30% des effectifs. Donc là, déjà, il y a un choc, hein, tout le monde est concerné. Et puis très rapidement, on passe d'une phase où on se dit, mais qui est concerné? Et là, tu vas avoir deux catégories de personnes. Ceux qui sont exposés à un licenciement contraint. Donc, bah, moi, mon poste, il n'y a pas de suppression d'emploi, donc de toute façon, je ne serai pas licencié. Mais je vis cette situation d'incertitude comme tout le monde, mais mon poste n'est pas exposé à une suppression ou à un licenciement contraint. Donc, tu as ces deux populations qui apparaissent. Et après, très rapidement, bah, tu as aussi dans toute la population des gens qui potentiellement vont avoir un licenciement contraint, eh bien, tu as deux catégories qui se dessinent. Tu as ceux qui vont aller vers la sortie de l'entreprise avec un accompagnement spécifique psychologique, parce que là, c'est des risques psychosociaux spécifiques. Et tu as toutes les personnes qui, eux, vont pas être licenciées contraints, vont rester dans l'organisation et vont devoir se réorganiser pour travailler avec l'absence de leurs collègues. Et là, c'est des risques psychosociaux aussi spécifiques. Donc, tu as trois grandes populations, ceux qui ne sont pas concernés par des licenciements contraints et dans ceux qui sont concernés par des licenciements, ceux qui vont partir et ceux qui ne vont pas partir. Et chaque fois, tu as des risques psychosociaux spécifiques à chacune des catégories. Et quand tu fais une évaluation des risques, ben ça, il faut le reconnaître en fait. Hein. Il faut vraiment avoir conscience, il faut que l'employeur ait conscience des risques que ces différentes populations vont rencontrer et d'avoir des mesures de prévention, essayer au maximum de limiter l'impact de cette situation sur leur santé. Parce qu'on ne peut pas supprimer, pardon, je te coupe, mais on ne peut pas supprimer les risques psychosociaux d'un projet de restructuration. Ça, c'est impossible. Ce qu'on fait, c'est on limite l'impact sur la santé des individus. Alors, on parle de projet de restructuration, ça s'applique également aux projets de réorganisation. Valérie nous disait, est-ce que les projets d'hybridation et de digitalisation rentrent dans ce périmètre? Évidemment, un projet de digitalisation aura un impact en termes de réorganisation de l'entreprise, de redéfinition des postes de travail, donc on a les mêmes risques psychosociaux à ce niveau-là. Et en fait, nous, on intervient, là, on parle spécifiquement des projets de restructuration avec licenciement parce que, comme le disait Philippe tout à l'heure, la DRITS, donc l'inspection du travail, l'administration, est hyper vigilante sur les risques psychosociaux que les projets de restructuration occasionnent. Et clairement, nous, on a des situations aujourd'hui où la DRITS refuse d'homologuer ou de valider un plan parce qu'il y a un défaut de prise en compte des risques psychosociaux. En revanche, tout changement occasionne des risques psychosociaux parce que tout changement occasionne de l'incertitude des facteurs de risques psychosociaux. Et nous, au quotidien, on accompagne beaucoup de projets de transformation sans licenciement, tout simplement parce qu'il y a des impacts, il y a des risques, et qu'un projet, si tu veux, lancé dans une entreprise avec des impacts, des troubles psychosociaux qui n'ont pas été anticipés, qui n'ont pas été adressés, eh bien, si tu veux, risque beaucoup plus de ne pas réussir, tout simplement parce qu'on n'a pas pris en compte l'impact humain que le projet pouvait occasionner. Alors, tout à l'heure, excuse-moi Philippe, tu disais tout à l'heure, voilà, cette réglementation, cette obligation concerne les entreprises de plus de 50 salariés sur des licenciements à partir de 10 collaborateurs. La question que je vais te poser par rapport à ça, Camille, c'est, bon, j'imagine bien que dans une entreprise de 50, 100, 200, 300 personnes, c'est assez simple et plus évident d'identifier les risques de manière
individuelle, parce que finalement, c'est de ça qu'on parle, hein. On n'identifie pas des risques au global, mais il faut pouvoir dire telle personne qui est sur tel poste a peut-être plus de risques que tel autre. Comment tu opères ça en fait dans une boîte de 5000 collaborateurs? Comment tu arrives à finalement presque individualiser la démarche? C'est quoi la méthodologie en fait pour prévenir ces risques? C'est intéressant le découpage que tu fais parce que c'est particulièrement difficile de prévenir les risques psychosociaux quand on est une PME de 50, enfin même de 20 à 100 salariés, si tu veux, parce que l'administration demande une documentation de la prévention des risques psychosociaux. Donc, c'est une chose de faire, mais il faut dire qu'on fait. Et souvent, dans les PME, tu as des gens qui font, mais qui ne disent pas qu'ils font. Et ils sont mis en défaut parce qu'ils n'ont pas documenté leur action. Donc ça, c'est les boîtes de moins de 100. Entre 100 et 200, 300, tu es à peu près dans la zone que tu évoques, c'est-à-dire que tu peux concevoir intellectuellement tous les risques sur tous les individus parce que tu connais tout le monde et donc tu as une meilleure conception finalement du projet. Quand tu dois accompagner un projet de licenciement dans une boîte qui fait 5000 collaborateurs, c'est un système complexe. Il n'y a pas un individu qui a une vision complète du projet avec des incidences. Ça n'existe pas. On est sur les systèmes complexes. C'est comme, par exemple, créer Ariane 5 pour envoyer des satellites en orbite. Il n'y a personne qui conçoit de A à Z comment fonctionne la fusée. Et les gens ont des petites responsabilités à droite à gauche et c'est le système qui comprend tout. Et ben, quand on fait un projet de licenciement dans les grosses boîtes, c'est un peu pareil. Et donc, on est sur des méthodes qui permettent de structurer une démarche et d'agir au niveau organisationnel, vraiment sur les postes de travail et pas sur les gens. Donc, c'est-à-dire ce poste-là, voilà la fiche de poste, voilà ce qu'il sera demain. Et donc, voilà les changements entre le poste A, la situation A et la situation B. Et donc, on identifie les changements et on identifie les facteurs. On va interroger des salariés, on va interroger des managers, des élus pour qu'ils nous mettent de l'humain, du qualitatif sur les changements pour être en capacité de dire, ah oui, bah là, on a une augmentation de l'intensité ou de la complexité du travail. Là, on va avoir, les gens vont moins se voir. Donc là, on va avoir un isolement social qui va être plus fort. Donc, on a tous ces facteurs, on va passer la grille, en fait, on va passer en vue chacun des postes, chacun des changements pour voir les incidences que ça peut provoquer. Mais ça, c'est très connecté au poste et pas aux gens. Et derrière, ce qu'il faut faire, c'est dès le lancement, expliquer, travailler, faire cet exercice avec les managers. Donc, déjà, les sensibiliser au sujet. Restructuration égale troubles psychosociaux, de quoi parle-t-on et comment on le détecte. Et ensuite, c'est même très intéressant. Là, on a un projet où, en fait, on crée des groupes de managers et on les fait travailler ensemble sur l'évaluation des risques que le projet occasionne et la construction du plan d'action pour limiter cet impact. Et donc, ce sont les managers qui, eux, ont une lecture à l'échelle de 5, 10 personnes qui, eux, vont construire leur propre plan de prévention pour accompagner les salariés. Donc, tu vas travailler à étage, quoi. Tu vas travailler au niveau orga, au niveau collectif et au niveau individuel. Philippe, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'était effectivement pour rebondir tout à l'heure sur la distinction, enfin, le fait que cette obligation existe aussi pour les projets qui n'entraînent pas de licenciement. Hein. Oui. La prise en compte des risques psychosociaux, elle est essentielle également quand on a un projet typiquement, on parlait d'hybridation, de numérisation, etc., de digitalisation, tout ce qui va entraîner une modification de la façon de travailler dans l'entreprise. Et c'est essentiel de le présenter au CSE parce que du point de vue juridique, une fois de plus, le CSE peut demander un complément d'information lorsqu'il est consulté sur le sujet et s'il estime qu'il n'y a pas suffisamment d'informations ou pas suffisamment de prise en compte des risques psychosociaux dans le projet, il peut demander devant le juge la suspension du projet, le temps que l'employeur se mette d'équerre sur la prise en compte des risques psychosociaux et surtout les mesures de prévention de ces risques. Donc, même quand on n'a pas de licenciement, c'est essentiel. Est-ce que Océane demandait si vous constatiez une différence de prise en compte de la santé mentale des collaborateurs depuis la disparition du CHSCT. Alors, à vrai dire, toutes les compétences du CHSCT en la matière ont été transférées. Alors, les textes ont été réécrits, mais en fait, les compétences ont été transférées au CSE. Donc, en réalité, nous, ce qu'on constate, c'est que les informations qu'on donnait auparavant au CHSCT et vraiment le travail fait par l'employeur sur les risques psychosociaux à l'époque de l'existence du CHSCT, franchement, on est à peu près, on est exactement au même niveau qu'à l'époque du CHSCT, parce que de toute façon, les obligations légales sont les mêmes, et le CSE joue le rôle du CHSCT. Hein, donc,
On n'a pas de différence. Oui, pas de différence, voire la CSSCT a repris vraiment le relais du CHSCT et voir une augmentation parce que l'administration est beaucoup plus regardante, ça c'est le premier point. Donc aujourd'hui, il y a plus de prise en compte de la santé mentale. Et le deuxième point, c'est que, si tu veux, la santé mentale, les troubles psychosociaux ont presque fait x2 avec la Covid. On a eu un pic d'augmentation des troubles de la part des Français présentant des troubles anxieux, des troubles dépressifs avec la Covid. C'est un peu redescendu, et finalement, c'est remonté, deuxième vague, troisième vague. C'est un peu redescendu après la troisième vague, le troisième confinement. Mais en fait, après, avec la crise écologique, avec la guerre en Ukraine, avec la crise financière, la hausse des taux, etc., la crise, enfin, la situation de transformation mondiale que le monde connaît actuellement fait que les taux ont remonté. Aujourd'hui, on a une situation qui se stabilise à 2 fois plus de troubles psychosociaux que ce qu'on avait avant la Covid. Et donc, tu couples une augmentation forte des troubles psychosociaux, des troubles de santé mentale et une administration française qui est beaucoup plus regardante, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on constate, c'est quand même une beaucoup plus grande prise en compte du sujet par les dirigeants, les managers, dans les organisations publiques, dans les organisations privées, pardon. Et vous voyez, il y avait une question sur le public aussi, et ça suit dans le public. En revanche, on travaille dans des organisations publiques comme dans des organisations privées pour Télis Social. On a près de 700 organisations qui nous font confiance. Le public peut encore s'inspirer du privé sur la prise en compte de la santé mentale dans les projets de transformation. C'est ce que j'allais dire. Le public, en général, c'est faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. On est un peu comme ça. C'est notre particularité française. Bon, il y a Alexis qui s'énerve et qui nous dit ok, c'est très bien tout ça, mais c'est très théorique et j'ai pris la question parce que voilà, il veut du concret. Comment on s'y prend finalement, Camille, quand tu arrives dans une entreprise, alors sans dévoiler une stratégie plus qu'une autre, mais c'est quoi les actions précises à mettre en place? Ce que j'ai bien compris, c'est que, et Philippe ne me contredira pas, c'est extrêmement important dans le cadre de ces projets de restructuration de se faire accompagner par un externe parce que je pense que c'est aussi un gage de neutralité vis-à-vis de l'administration. Oui, alors neutralité vis-à-vis de l'administration, mais même, tu sais, à un moment, souvent, quand on parle de qualité sociale avec des clients, on se dit en fait, qualité sociale, c'est un peu ce qui est la qualité sociale est à l'entreprise, ce que le psychologue est à l'individu. Et c'est important pour une entreprise d'avoir un regard externe, d'avoir quelqu'un de tiers, de neutre, pour l'aider à prendre conscience de ce qu'elle vit, de ce qu'elle fait. Et donc, au-delà de rassurer l'administration, je pense que c'est d'abord bien pour une organisation d'avoir quelqu'un d'extérieur qui n'est pas là pour juger, qui a une démarche bienveillante d'aide à une meilleure santé mentale pour l'accompagner. Après, très concrètement, en fait, bon, déjà, il n'y a pas deux projets similaires. Bon, malheureusement, j'adorerais pouvoir dire oui, c'est très simple, il suffit de faire ça et on décline, mais c'est pas vrai. Mais pour parler sur un projet classique et sur notre part, parce que Grégoire est présent ici aujourd'hui, parce que lui, il a un rôle très, très important. Alors, on parlait beaucoup de risques psychosociaux, mais derrière, il faut construire une nouvelle organisation de travail, ça se fait pas tout seul. Et pour la partie prévenir, gérer les risques psychosociaux, première chose, c'est d'identifier. Tu ne traites des problèmes que les problèmes que tu as identifiés. Donc, cette partie d'évaluation en amont est primordiale pour que les dirigeants, les managers aient bien conscience des risques que ça occasionne. Après, très concrètement, on va travailler énormément sur le plan de communication, comment j'annonce qu'il y a une restructuration de mes équipes, deux façons d'annoncer et deux philosophies différentes sur un même projet vont avoir une incidence très très forte sur le projet. Donc la manière dont les dirigeants prennent la parole, déclinent la communication, on va énormément travailler sur ce sujet-là. Le deuxième point, c'est que très concrètement, on va faire le même travail avec les managers, leur expliquer ce que c'est, leur expliquer comment l'évaluer et construire avec eux leur plan de prévention. Un plan de prévention spécifique, ça va être, je vais être à côté de mes équipes, je vais organiser des moments d'échange entre toute l'équipe pour parler de ce qui va pas et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça aille mieux. Donc, tu vois, les managers sortent avec des mesures, ils se disent, tiens, je vais faire ça avec mon équipe, j'organise, voilà, jeudi après-midi, on se prend un temps off, on arrête de travailler et on fait le point sur tout ce qui va bien, tout ce qui va pas, et qu'est-ce qu'on fait pour qu'on s'améliore. Ça va être typiquement d'arrêter certaines choses, commencer à faire d'autres choses. Et puis, c'est beaucoup de mesures organisationnelles. C'est comment j'organise le travail pendant cette période de transition.
Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle la prévention tertiaire, c'est que les risques vont apparaître. Donc là, nous, on vient très concrètement, on vient sur le terrain, nos psychologues viennent, vont serrer des mains, rencontrer des gens et vont être à la fois dans une posture de conseil face à tout ce qui est vécu. Ah bah Philippe est venu me voir, là je l'ai jamais vu comme ça, j'ai senti qu'il avait les larmes aux yeux, là ça va pas, je sais pas comment je peux l'aider. Donc là, on va être vraiment aider la personne à comprendre ce qui se passe et quel rôle elle a à jouer. Et puis enfin, on va vraiment accompagner des gens, on va les écouter, on va travailler avec eux sur comment ils vivent la situation et travailler pour limiter l'impact de ce qu'ils Donc, vivent. tu mets en place des cellules d'écoute avec des psychologues à disposition, notamment pour déjà les managers en début de projet, parce que le manager, mais voire même les RH, ont potentiellement aussi besoin d'un soutien à ce moment-là au démarrage. Je vais te dire, on met un psychologue qui est dédié aux dirigeants et aux RH parce que ils sont un peu isolés, dirigeants et RH, dans cette situation, et on leur met un psychologue pour eux. On met un psychologue pour les partenaires sociaux parce que eux aussi sont isolés, vivent une période très très difficile. Ils ont besoin d'avoir un psychologue pour eux. T'es élu, les salariés viennent te voir en disant tu négocies bien nos avantages et tu te retrouves face à tes dirigeants et tu as Philippe qui maîtrise très bien le sujet, mais il faut des gens comme Philippe parce que c'est hyper complexe et quand tu es élu, tu as de la complexité, tu as la pression de tes collaborateurs et tu as l'impression qu'il y a ton employeur qui est en train d'essayer de négocier pour que ça lui coûte le moins cher. La pression est énorme en tant qu'élu. Donc, ils ont leur propre psychologue. Les managers ont aussi un rôle spécifique. On leur met des compétences spéciales de psychologues qui ont déjà été managers pour les accompagner. Et ensuite, tous les salariés ont des psychologues qui sont dédiés. Donc, on met vraiment les bonnes personnes au bon public pour être sûr que tout le monde a les bons conseils, le bon accompagnement pour un, prendre soin de lui, et deux, être en capacité de prendre soin des autres. Ça marche. Bon, si Alexis a besoin de plus d'éléments, je l'invite à contacter Camille sur LinkedIn directement. Et ça, c'est bien pour limiter l'impact pendant l'annonce, mais après, et c'est là où souvent, aujourd'hui, on commence à bien le faire, etc. Mais là où je vois aussi des trous, c'est une fois que les personnes sont parties, si tu veux, tu as un vide dans l'entreprise, tu as déconstruit une organisation de travail, mais tu n'as pas encore la nouvelle organisation de travail. Et quand tu viens de perdre tes collègues, t'es pas très motivé de revenir au boulot et de recréer une dynamique. Et ça, c'est vraiment complexe. Et un projet de restructuration, il est réussi quand la nouvelle organisation est pérenne, pas quand les emplois ont été supprimés. Et ça, c'est super important. Et là-dessus, je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire parce que il y a une telle charge de travail pour limiter l'impact sur la santé mentale qu'on oublie parfois qu'il va falloir reconstruire un collectif, reconstruire une organisation de travail. C'est là où Grégoire aussi a un rôle, enfin, je pense, a un rôle super intéressant à faire. Alors justement, Grégoire, question très générale. Comment on reconstruit ? Alors ouais, vaste sujet. Moi, j'avais été sensibilisé à ça. J'ai travaillé au Bangladesh où j'avais dû effectuer une restructuration. On m'avait annoncé quasiment du jour au lendemain que j'allais devoir me séparer de la moitié des équipes. Donc, j'étais manager de 70 personnes et donc c'est arrivé du jour au lendemain. Là-bas, bon, toute la partie de Philippe de droit du travail est inexistante. Donc, en fait, très vite, on s'est projeté sur comment accompagner au mieux les équipes, à la fois sur les risques psychosociaux et comment reconstruire au mieux une organisation pérenne. Et donc, du coup, c'est effectivement des situations qui sont difficiles à gérer. Il y a un enjeu vraiment de remobiliser les équipes rapidement. Chacun se dit, bon, là, ils font cette première vague de licenciement, mais il y a vraiment un climat anxiogène où on se dit, bon, quand est-ce que va avoir lieu la deuxième ? Est-ce que je commence pas dès maintenant à chercher du travail et donc avec un risque que en fait les meilleurs éléments partent si on remobilise pas tout de suite autour d'un nouveau projet. Donc il y a vraiment cet enjeu qui est clé de bien communiquer d'emblée sur quel va être le futur, comment je peux me projeter et de dire voilà c'est un moment difficile mais dès l'annonce, on se dit bon voilà quelle va être l'organisation cible, voilà quelles vont être les perspectives de l'entreprise, et du coup voilà comment je vous aide à vous projeter individuellement. Bien souvent, la problématique principale justement, c'est l'incertitude, et c'est ça qui fait exploser l'entreprise. Donc comment on s'assure, alors j'imagine déjà par la confidentialité, et évidemment on ne va pas annoncer le projet tant qu'on n'a pas imaginé la cible définitive, et ensuite comment on rassure, comment
on accompagne les managers aussi, qui eux aussi sont stressés. Comment finalement, toi, tu les coaches pour qu'ils deviennent des vrais accompagnants du changement, avec une posture de quelqu'un de rassurant et qui va plutôt porter une vision plutôt qu'être dans oui, on a détruit tel service. Voilà, comment on arrive à faire ça? Ouais, exactement. Bah, nous, c'est notre métier chez Simundia, en fait, donc on a constitué un réseau de coachs via une plateforme pour démocratiser le coaching et donc le rendre accessible en particulier à l'ensemble des managers et pas uniquement à des top managers. Et on voit qu'il y a donc tout un enjeu de développement de compétences, de développement de soft skills pour les managers pour permettre de projeter le plus rapidement possible sur une vision cible, effectivement. Donc, comme motiver au mieux ses équipes, être d'autant plus à l'écoute que d'habitude. Ça, c'est des compétences à développer. Permettre rapidement à des nouvelles personnes de travailler ensemble. Donc ça, c'est aussi comme l'a dit Camille, une réorganisation, ça implique qu'il y a des équipes qui n'existent plus, d'autres qui sont fusionnées, d'autres qui sont éventuellement créées. Donc il y a des périmètres fonctionnels qui évoluent. Le manager doit commencer à travailler avec des nouveaux collaborateurs. Et donc il faut l'accompagner pour très rapidement créer ce lien. Normalement, on a toute une période d'onboarding, une nouvelle personne arrive, on a toute une période où on apprend à se connaître. Là, il faut aller beaucoup plus vite pour très rapidement se dire, j'ai des nouvelles personnes à manager dans mon équipe. Je suis très rapidement opérationnel pour pouvoir le faire. Il y a un enjeu de communication qui est vraiment clé. Donc, effectivement, communication de la direction, on l'a dit, donc avec d'emblée arriver avec un projet inspirant. Mais ensuite, avoir vraiment des managers qui soient des courroies de transmission, qui soient des relais de la communication de cette vision. Et qui très rapidement, et c'est un vrai challenge, arrive à être dans une posture positive, de passer voilà, la période est difficile, effectivement, on a des annonces qui vont pas dans le bon sens, mais voilà, très rapidement basculer sur ce nouveau projet, avoir une communication qui soit positive, et ça nécessite vraiment de l'accompagnement pour les managers. En plus, c'est des périodes où il peut y avoir une défiance vis-à-vis de l'entreprise, une défiance vis-à-vis de la direction générale. Et donc, voilà, il faut vraiment que les managers soient au cœur du dispositif et puissent C'est ce que communiquer. j'allais te dire, parce que bien souvent, la première réaction, même quand l'entreprise ou la direction annonce un plan, explique la restructuration, le devenir, il y a quand même un salarié sur deux qui va se dire « Ouais, ok, c'est ça », mais qui n'y croit pas en fait, et qui finalement se dit « Et la suite, c'est quoi ?» Donc en fait, c'est quoi la compétence qui pour toi est essentielle pour donner des armes aux managers pour réussir à convaincre? Est-ce que c'est pas ça finalement? Est-ce que c'est pas convaincre, la capacité à convaincre son collaborateur? Ouais, je pense que et pour arriver à convaincre, en fait, c'est un ensemble de compétences. Finalement, c'est des compétences d'écoute, d'empathie, voilà, de pas, parce que c'est ça qui est clé, enfin, de pas arriver avec un discours trop assertif, mais de vraiment comprendre les situations individuelles de chacun. Ensuite, voilà, arriver à être inspirant au niveau managérial. Donc, c'est des vrais enjeux de leadership, de tout de suite fédérer derrière un projet. Je pense que ce qui est particulièrement difficile aussi, c'est que c'est souvent assez soudain, comme il y a des enjeux de confidentialité derrière ces annonces. En fait, ça arrive de manière assez soudaine pour les équipes. On vous dit, voilà, ça fait X mois qu'on a travaillé sur ce projet, boum, on vous l'annonce et voilà quel va être le résultat. Et donc, si on n'est pas exemplaire sur la communication et si les managers ne sont pas exemplaires là-dessus, les équipes peuvent se dire, on nous cache des choses, quelle va être la prochaine annonce négative qu'on va nous faire. Donc, il y a vraiment cet enjeu d'être au plus proche des équipes et d'arriver à les aider à gérer leur stress, leurs émotions, comme disait Camille, là où les managers sont eux-mêmes soumis à des enjeux de stress et d'émotion. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire, mais pour conclure, j'ai quand même envie d'ajouter un point. Bon, là, on a vu la démarche globale en cas de projet de restructuration, mais finalement, si je prends ton cas, Grégoire, en gros, là, on est en train de dire, OK, il y a un projet de restructuration, on va faire appel à Philippe pour la partie juridique, on va faire appel à Camille pour l'évaluation des risques, former les managers, la prévention, etc. Et puis, on va faire appel à Grégoire pour coacher tout le monde, si je résume. Mais est-ce que c'est pas trop tard?
Est-ce que finalement, les entreprises n'ont pas intérêt, même en temps normal, à faire appel à Philippe pour s'assurer que tout est en règle, à faire appel à Camille pour, avant même qu'il y ait un projet qui arrive dans l'entreprise, qu'on ait déjà une vision de ce qu'est réellement la prévention des risques dans notre entreprise, et puis faire appel à Grégoire dans le management au quotidien, parce que si on attend d'avoir un projet de restructuration pour dire je fais appel à des coachs pour aider mes managers, est-ce que finalement c'est pas, ça donne pas une impression de juste mettre un pansement? Est-ce que ça, c'est pas des démarches qui devraient être en continu dans l'entreprise? Si, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, nous, on intervient dans le cadre de restructuration, mais majoritairement, on intervient en dehors de cadre de restructuration, juste pour de développement de compétences managériales, pour on continue aider chacun à être meilleur dans son travail. Et c'est sûr que c'est des périodes qui sont où tout va très vite, c'est très anxiogène. Et donc, plus on a anticipé les sujets, plus on est monté en compétence sur l'ensemble des thématiques qu'on vient d'évoquer, plus ça va être facile au moment donné, quoi. Donc, parfois, on a dans des entreprises, on lance le dispositif en amont, donc on sait qu'il va y avoir une restructuration dans 6 mois. On ne peut pas communiquer officiellement sur le fait qu'il va y avoir une restructuration, mais on dit, on est conscient qu'il y a des changements actuellement, en restant assez flou, et donc ça nous permet de nous mettre en place bien en amont, et déjà si les managers ont des difficultés, même avant la restructuration, de déjà les désamorcer pour qu'ils arrivent armés au moment de l'annonce. C'est plus facile d'anticiper un maximum, voire de pérenniser ce type de pratique pour éviter de se retrouver face à un mur lorsque le projet est divulgué, en fait. Là, j'ai un cas en ce moment, ils ne faisaient pas de risques psychosociaux. Alors, au début, ils se sont dit, vous faites ça exprès pour faire bien, pour respecter l'administration. Il y a eu ce débat-là, finalement, qui est parti sur un débat beaucoup plus riche de dire, vaut mieux aujourd'hui que jamais. Et en fait, ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'en fait, c'est un peu on a ouvert une cocotte minute. En fait, les troubles psychosociaux étaient installés depuis très longtemps, et on s'est retrouvé dans cette situation. On se retrouve à accompagner une personne sur 2 dans l'entreprise, ce qui est énorme. Et c'est énorme parce qu'en fait, il y a tout un passif de situations non traitées qui étaient présentes dans l'entreprise, qui sclérosaient les relations, qui sclérosaient le dialogue social et aussi la performance de l'entreprise. Et voilà, et c'est l'exemple, ça n'était pas fait, on lance, c'est accueilli, et là, en fait, on a une explosion de sollicitations parce que ça fait des années que ça aurait dû être mis en place beaucoup plus tôt. Et puis, on peut peut-être rappeler enfin que, pour rappel, c'est une obligation légale. Encore une fois, l'employeur doit assurer la santé et la sécurité de ses salariés, y compris la santé mentale, qui est devenue un enjeu majeur. Et en fait, le rôle de l'employeur, c'est de mettre en place toutes les mesures pour prévenir typiquement les burn-out, prévenir les accidents du travail qui sont liés aussi parfois à la santé mentale. Donc oui, c'est un problème du quotidien. Merci Philippe, merci Grégoire, merci Camille. Vous pouvez contacter Philippe, Grégoire et Camille via LinkedIn directement. Je vous invite à les contacter d'ailleurs pour anticiper toutes mes aventures dans votre entreprise. Merci beaucoup. Vous retrouverez ce webinaire en replay sur MyRHline lundi matin. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à tous. Merci Christophe et très bonne journée à tout le monde. Merci. Merci Christophe, Camille, Philippe. Au revoir. Au revoir.